commissaires responsables des services prennent une position aussi forte pour non seulement la défense, mais la promotion de l'industrie. Et je soulignerai qu'il s'agit là d'un choix politique fort. Et nous constatons qu'ici, à Bruxelles, au sein des institutions communautaires, il y a une fracture politique de plus en plus large entre les hommes politiques et femmes politiques qui soutiennent une vraie politique industrielle et les autres. Et il ne s'agit pas d'une fracture politique au sein des groupes politiques ou entre les groupes politiques, mais au sein même des groupes politiques, il y a une vraie fracture qui se développe. Et je vais expliquer sur certains points pourquoi. Pourquoi? Parce que la politique industrielle n'est pas toujours une politique populaire. N'oublions pas qu'on n'apprécie pas toujours la vue d'une usine, on n'apprécie pas cela, c'est pas quelque chose qui attire aujourd'hui. Et donc si on veut vraiment pousser pour la promotion de l'industrie, ce n'est pas forcément un choix populaire. Et je vais expliquer maintenant pourquoi certains choix politiques qui sont nécessaires pour relancer la croissance industrielle, soulignés par les syndicats comme nécessaires, et c'est nécessaire, sont parfois impopulaires. Donc, prenons quelques exemples. Aujourd'hui, nous avons toutes sortes de normes européennes pour la sécurité des produits, pour l'environnement, pour d'autres objectifs politiques. C'est très bien. Est-ce que toutes ces normes sont respectées partout en Europe, prime abord, et ensuite à nos frontières, au niveau du contrôle de l'importation? Eh bien, nous savons très bien que ce n'est pas le cas. Et certains hommes politiques comme M. Barnier, M. Tajani viennent de proposer aujourd'hui une nouvelle politique de contrôle, de respect des normes européennes. Pourquoi est-ce que les industries européennes devraient respecter toutes ces normes si on peut importer sans respecter ces normes du tout? Nous n'exigeons pas des normes supérieures pour les importations, mais simplement les mêmes normes. Il faut respecter ça, et on sait très bien qu'aux frontières, que dans les grands ports de Rotterdam, de Hambourg et autres, il n'y a aucun contrôle. Ni à l'exportation, par exemple, des déchets qui sont nécessaires pour les industries de recyclage, ni pour le respect des normes des produits industriels, normes environnementales et autres. Prenons aussi quelques exemples. Vous avez parlé de la politique énergétique. Eh bien, il y a une fracture politique majeure qui se développe aujourd'hui à Bruxelles sur la politique énergétique. Pourquoi? Parce que c'est une question de coût de l'énergie. M. Barnier a parlé de la disparition de la base industrielle. C'est un fait. L'industrie lourde est en train de disparaître d'Europe. Pourquoi? En grande raison à cause du coût de l'énergie. Et vous savez très bien que Business Europe prend une position extrêmement forte contre les propositions de la Commission européenne qui vont augmenter le coût de l'énergie. Et c'est pour ça que nous sommes, par exemple, contre la proposition du backloading. Je sais que c'est controversé de le dire, nous sommes contre parce que ça aura un impact coût réel. Pourquoi? Parce qu'au niveau national, cela se traduit aussi par une augmentation du coût et des taxes. Et donc il y a un coût réel, et ça encourage, encore une fois, la fuite du carbone en dehors de nos frontières. Et il faut aujourd'hui un vrai débat sur la politique énergétique, un rééquilibrage entre les objectifs environnementaux et les objectifs de coût et de sécurité. Et si on ne fait pas cela, effectivement, nous allons perdre notre base industrielle. Parce que nous ne pouvons pas maintenir notre compétitivité si le coût de l'énergie aux États-Unis est 1/5 du coût énergétique en Europe. Et que nous continuons à pousser vers une hausse des prix. Ce ne sera pas possible de maintenir notre industrie en Europe. M. Barnier a parlé de la politique de concurrence. Mais effectivement, on se pose des questions sur l'excès de zèle de la politique de concurrence. Nous sommes confrontés à des industries véritablement en perte de vitesse, en déconfiture, et qui a des conséquences sociales très importantes. Nous connaissons ces industries. Eh bien, il faut voir si on ne peut pas apporter quelques flexibilités au niveau de la politique de concurrence pour permettre à ces industries de se relancer. Il y a aussi la politique de concurrence et la politique régionale. Aujourd'hui, la Commission propose de limiter l'accès à l'aide régionale aux entreprises uniquement aux PME. Ce qui veut dire, au niveau européen, aux entreprises de moins de 250 employés. Alors pourquoi M. Herzog a parlé d'une entreprise française de 400 employés? Cette entreprise-là ne pourra pas
postuler pour une aide communautaire visant la concurrence, visant son industrialisation, visant l'innovation. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'en avoir 249 employés, il y en a 400. Est-ce que c'est logique? Non, parce que nous savons très bien que le cœur de l'industrie européenne, ce sont les entreprises qui ont entre 150 et 1000 salariés. Voilà le cœur cible de l'industrie européenne et de sa compétitivité. Alors pourquoi les exclure de la politique d'aide régionale? On ne comprend pas, c'est un choix de la politique de concurrence de l'Union européenne et nous luttons contre cela. Je voudrais aussi parler des problèmes de surréglementation au niveau de l'Union européenne. Cette surréglementation a un coût réel. Je sais très bien, la Commission nous présente par ses études d'impact que micro-mesure X a un impact, un surcoût minime. La micro-réglementation Y, un surcoût minime. La micro-réglementation Z, un surcoût minime. Mais si vous mettez X, Y et Z ensemble, vous avez un surcoût majeur. Et c'est le cumul des réglementations qui commence à peser lourdement sur l'industrie. Je vais citer quelques exemples. L'Union européenne a une politique visant à favoriser l'accès aux matières premières, justement pour aider notre industrie de base, notre industrie lourde, à se relancer, à être compétitif, par exemple, avec les Chinois qui ont une politique visant à subventionner les matières premières. Eh bien, qu'est-ce que nous avons vu au niveau des réglementations? Une politique visant la transparence de l'accès aux matières premières, très bien, on va augmenter la transparence. Cependant, cela exigera que les entreprises embauchent encore plus de comptables pour vérifier qu'ils sont effectivement en respect de la nouvelle législation sur la transparence. Sans forcément accroître la transparence, puisque la plupart des grandes entreprises dans ce domaine sont déjà membres de l'EITI, Startup Industry Transparency Initiative. Donc on crée des obligations supplémentaires sans nous expliquer pourquoi. Restons dans le domaine des matières premières. Vous savez très bien qu'au Congo, il y a une guerre terrible, et on sait très bien que les matières premières financent en partie cette guerre terrible dans cette région. Et donc nous savons que la Commission européenne va proposer une loi visant à contrôler l'origine des matières premières, notamment de cette région, et l'industrie est favorable à jouer un rôle là-dedans, à travailler avec la Commission européenne pour lutter contre cette guerre et contre ce trafic qui finance cette guerre en réalité. Mais si nous établissons une loi qui est similaire à celle des États-Unis, eh bien les entreprises ne vont plus du tout faire de commerce avec le Congo. Ils vont complètement s'arrêter. Pourquoi? Parce que le coût de maintien de cette politique, de contrôle de ses origines, dépassera le coût de faire du commerce. Donc on va faire comme les Américains ont fait, 90% des exportations du Congo vers les États-Unis ont arrêté du jour au lendemain quand ils ont adopté cette loi. Alors pourquoi, au lieu d'adopter cette loi, on ne ferait pas un partenariat public-privé entre la Commission européenne et l'industrie pour essayer de mieux contrôler cette situation et essayer de contribuer à réduire l'effet de ce commerce sur la guerre dans cette région. J'aimerais aussi parler de, Philippe Herzog a parlé de la technologie immatérielle. C'est la clé des industries technologiques en Europe. Or, nous constatons que la Commission européenne ne souhaite pas vraiment défendre la propriété industrielle. Pourquoi? Nous sommes confrontés à des problèmes de contrefaçon, à des problèmes de transfert de technologies illicites, notamment en Chine, mais dans d'autres pays comme l'Inde ou d'autres pays émergents, si vous voulez. Et il faut réagir. Nous devons réagir en renforçant nos propres lois européennes visant à protéger la propriété industrielle et intellectuelle. Si nous ne faisons pas cela, nous ne pouvons pas lutter contre les pratiques interdites, notamment en Chine. Et nous constatons que la Commission européenne ne souhaite pas bouger, protéger les secrets commerciaux, par exemple, qui sont très importants pour les industries technologiques. En plus, nous constatons, malheureusement au Parlement européen, avec le débat sur ACTA, et je connais tout ce débat sur Internet, mais ACTA, d'un autre côté, c'était la lutte contre les contrefaçons. Alors, que faisons-nous contre les contrefaçons? Il faut aussi une politique contre cela. Donc, je souhaiterais avoir aussi un appui de la Commission européenne, du Parlement européen, pour une politique, une véritable politique de promotion, de défense de notre propriété industrielle. C'est essentiel. Donc voilà,
quelques points que je voulais rajouter au débat. Merci. Merci. Chacun sait ici, il est bon de travailler avec les acteurs qui connaissent les sujets concrets. Donc Bernadette Vermeulen.